Cela ne vous aura pas échappé si vous avez suivi les histoires précédentes. La logique a longtemps été associée à la philosophie, la rhétorique ou la dialectique, mais certainement pas aux mathématiques. La logique dite mathématique, celle dont je suis censé vous raconter l'histoire, n'a commencé à dépasser le symbolisme élémentaire d'Aristote qu'au XIXe siècle. Avant cela, personne n'avait songé à isoler les opérations sur les propositions, à les résumer par des symboles, à en tirer des diagrammes et des équations. Enfin, presque personne. Dans l'énorme masse de manuscrits inachevés laissés par Leibniz, on a retrouvé la preuve qu'il avait, comme dans d'autres domaines, plus d'un siècle d'avance. Il avait compris avant tout le monde que la logique ne pourrait progresser que si elle prenait le tournant des mathématiques. Le XVIIe siècle a sorti la logique des rails, dans lesquels les successeurs d'Aristote l'avaient maintenue si longtemps. La Renaissance européenne avait commencé à contester l'héritage aristotélicien au siècle précédent. Ensuite Bacon, puis Descartes, ont affirmé haut et fort que les syllogismes d'Aristote n'étaient pas le bon outil pour faire avancer la connaissance sur des bases rationnelles. Après la mort de Descartes, Arnaud et Nicole ont réalisé une synthèse diplomatique entre la logique aristotélicienne et la méthode de Descartes. Leur livre, La logique ou l'art de penser, écrit par deux jansénistes en pleine querelle avec les jésuites, a connu de nombreuses éditions et traductions. Je vous raconte ailleurs cette logique de Port-Royal. Côté anglais, le digne successeur de Bacon, le philosophe marquant de la fin du siècle, est John Locke. Son œuvre majeure, un essai sur l'entendement humain, est daté de 1690, mais il y a travaillé environ 20 ans. C'est une théorie complète de la connaissance, basée sur l'empirisme cher à Bacon, et qui s'oppose à Descartes sur un point crucial. Locke ne croit pas en l'existence d'idées innées. Il en fait même la première partie de son livre. Vous le voyez, Locke démontre qu'il n'y a pas de principe spéculatif inné, pas plus que de principe pratique inné. Un de ses arguments est tiré des mathématiques. S'il existait des idées innées, dit-il, il faudrait reconnaître toutes les démonstrations mathématiques pour autant de vérités gravées naturellement dans l'esprit, aussi bien que les premiers principes. Mais c'est à quoi, je le crains, ne consentiront pas aisément ceux qui voient par expérience qu'il est plus difficile de démontrer une proposition de cette nature que de l'accepter après qu'elle a été démontrée. Il se trouvera fort peu de mathématiciens qui soient disposés à croire que toutes les figures qu'ils ont tracées n'étaient que des copies d'autant de symboles innés que la nature avait gravés dans leur âme. Locke prend en permanence comme exemple les mathématiques et leurs démonstrations. Il n'est pas mathématicien lui-même, mais il connaît Newton, pour qui il a la plus grande admiration. Concernant la logique, Locke s'inscrit à la suite de Bacon et Descartes dans le courant de ceux qui l'ont dénoncé comme inutile. Il n'y a rien qui ait plus contribué à mettre en vogue le dangereux abus de langage qui consiste à confondre la signification des termes que la logique et les arts libéraux tels qu'on les a maniés dans les écoles. L'art de disputer, qui a été en si grande admiration, a aussi beaucoup augmenté les imperfections naturelles du langage, tandis qu'on l'a fait servir à embrouiller la signification des mots, plutôt qu'à découvrir la nature et la vérité des choses. En effet, qu'on jette les yeux sur les savants écrits de cette espèce, et l'on verra que les mots y ont un sens plus obscur, plus incertain et plus indéterminé que dans la conversation ordinaire.
Si je vous ai cité Arnaud et Locke, c'est ils sont les philosophes de référence de la fin du XVIIe siècle. Leibniz ne manque pas une occasion de leur rendre hommage. Il a échangé une correspondance nourrie avec Arnaud. Pour Locke, il a fait plus. Il a rassemblé en un livre l'ensemble de ses réflexions sur l'entendement humain. Cela donne les nouveaux essais sur l'entendement humain. Le manuscrit était prêt dès 1704, mais la correction a pris du retard. Après la mort de Locke en 1707, Leibniz a jugé qu'il n'était pas correct de publier des critiques auxquelles l'auteur ne pouvait plus répondre. Il faudra attendre 1765 et la publication de ce recueil d'œuvres philosophiques latines et françaises pour lire les nouveaux essais de Leibniz. Concernant les idées innées, Leibniz ne prend position ni pour Descartes ni pour Locke. Pour lui, il existe bien un petit nombre d'idées innées. Parmi elles, le principe de non-contradiction, qu'il exprime sous forme générale. Je ne vois pas bien comment ceci, ce qui est la même chose n'est pas différent, soit l'origine du principe de contradiction est plus aisée. Car il me paraît qu'on se donne plus de liberté en avançant K n'est point B qu'en disant K n'est point non A. Et la raison qui empêche A d'être B est que B enveloppe non A. Leibniz prend bien soin de distinguer les axiomes qui sont acceptés par tous des vérités que l'on peut en déduire par une démonstration. Par exemple, ce n'est pas une vérité tout à fait immédiate que 2 et 2 font 4. Et cette vérité pas tout à fait immédiate, Leibniz en donne une démonstration étonnante de modernité. Elle commence par 3 définitions pour dire que 2 est le successeur de 1, 3 de 2 et 4 de 3. Évidemment, parler de successeur est anachronique. Suit un axiome pour la transitivité de l'égalité. Leibniz n'explicite pas l'associativité de l'addition, mais les accolades à droite de l'image ne laissent aucun doute. La démonstration est impeccable, et surtout, elle nous rappelle l'axiomatique des entiers qui ne commencera à émerger qu'un siècle et demi plus tard. Concernant la logique scolastique, Leibniz fait exposer à un de ses personnages la position cartésienne. On croit généralement que le syllogisme est le grand instrument de la raison et le meilleur moyen de mettre cette faculté en usage. Pour moi, j'en doute, car il ne sert qu'à voir la connexion des preuves dans un seul exemple, et non au-delà. Mais l'esprit la voit aussi facilement et peut-être mieux sans cela. Mais le personnage qui exprime la position de Leibniz lui-même est d'un avis plus nuancé. Votre raisonnement sur le peu d'usage des syllogismes est plein de quantité de remarques solides et belles, et il faut avouer que la forme scolastique des syllogismes est peu employée dans le monde, et qu'elle serait trop longue et embrouillerait si on voulait l'employer sérieusement. Et cependant, le croiriez-vous, je tiens que l'invention de la forme des syllogismes est une des plus belles de l'esprit humain, et même des plus considérables. C'est une espèce de mathématique universelle dont l'importance n'est pas assez connue. Et l'on peut dire qu'un art de l'infaillibilité y est contenu, pourvu qu'on sache et qu'on puisse s'en servir, ce qui n'est pas toujours permis. Une mathématique universelle, voire une langue, ou plutôt une symbolique universelle. C'est le rêve de sa vie, ce qu'il appelle la caractéristique universelle. Je vous le raconte à propos de l'histoire de l'informatique. J'ai choisi ici de vous citer une lettre qu'il a adressée à sa protectrice et amie Sophie de Hanovre, autrement dit l'électrice Sophie. Ils ont échangé des centaines de lettres,
publiés en 3 volumes totalisant près de 2000 pages. Sophie de Hanovre était née en Hollande pendant l'exil de sa famille suite au déboire du père pendant la guerre de 30 ans. Mais si, vous savez bien, je vous ai déjà parlé de cette famille. La sœur aînée de Sophie est Élisabeth de Bohême, la première cartésienne de l'histoire. Les deux sœurs, Élisabeth et Sophie, ont donc été les correspondantes, et même les disciples, de deux des plus grands philosophes du siècle, Descartes et Leibniz. Voici l'électrice Sophie vers les 70 ans, au moment où Leibniz évoque son rêve de jeunesse. Il est vrai que j'ai projeté autrefois une nouvelle manière de calculer, propre aux matières, qui n'ont rien de commun avec les mathématiques. Et si cette façon de logique était mise à exécution, tout raisonnement se ferait à la mathématicienne. Car on pourrait toujours dire comptons et juger comme il faut par cette voie, autant que les données et la raison peuvent nous en fournir les moyens. Mais je ne sais si je serai jamais en état d'exécuter un tel projet qui a besoin de plus d'une main. Et il semble même que le genre humain n'est pas encore assez mûr pour prétendre aux avantages auxquels cette méthode pourrait mener. Vous le voyez, à 60 ans, Leibniz ne se fait plus trop d'illusions sur sa capacité à mener à bien l'entreprise. Il semble que son rêve soit né très tôt. Leibniz a commencé sa formation par une boulimie de lecture entre 8 et 12 ans qui l'a mené à apprendre de l'histoire autant que du droit, tite-livres comme Aristote, écouter Diderot dans l'encyclopédie. Il perdit son père à l'âge de 6 ans et le sort de son éducation retomba sur sa mère, femme de mérite. Il se montra également propre à tous les genres d'études et s'y porta avec la même ardeur et le même succès. Et là, Diderot ajoute une réflexion personnelle qui traduit bien l'effarement de quiconque constate l'incroyable potentiel de Leibniz. Lorsqu'on revient sur soi et qu'on compare les petits talents qu'on a reçus avec ceux d'un Leibniz, on est tenté de jeter loin les livres et d'aller mourir tranquille au fond de quelques recoins ignorés. Bref. Concernant la logique, Leibniz nous le raconte lui-même. Je n'avais pas encore 12 ans que je remplissais des pages avec des exercices remarquables de logique. Je cherchais à dépasser les subtilités scolastiques, et ni Zabarella, ni Ruvio, ni Toledo ne m'arrêtèrent longtemps. Sa première œuvre marquante, il l'écrit à l'âge de 19 ans. Et même si, vers la fin de sa vie, il en parle comme un petit essai d'écolier, que l'on a réimprimé plus tard malgré lui, cet ouvrage contient en germe une bonne partie du rêve de Leibniz. Voici la page de titre. Il s'agit d'une dissertation sur l'art combinatoire dans laquelle, à partir des fondations de l'arithmétique, une théorie des complications et des permutations est construite à partir de nouvelles règles. Leur usage dans l'univers des sciences est démontré, et de nouvelles graines de l'art de la méditation ou logique de la découverte sont semées. En préface, un synopsis de l'ouvrage est donné, et on y ajoute une démonstration de l'existence de Dieu, déduite avec une certitude mathématique. Vous apprécierez l'ambition. Parmi les applications, Leibniz traite des combinaisons de propositions propres à constituer des syllogismes. Il existe 4 types de propositions qu'il note par les lettres U pour universelle, P particulière, I indéfinie et S singulière. Il faut 3 propositions pour un syllogisme, et chacune peut être grand A, affirmative, ou grand N, négative. Au total, Leibniz obtient 512 possibilités. Ce sont les groupes de 6 lettres à gauche de l'image.
Quelques-uns correspondent au syllogisme de la scolastique: Barbara, Sélarinthe, Darilly, Ferriot et les autres. Pour autant, ni ces tableaux de syllogisme, ni même les nouveaux essais sur l'entendement humain ne laissent croire à une rupture radicale avec la logique de son siècle. Ce que Leibniz avait véritablement accompli en logique n'a commencé à émerger que longtemps après sa mort, à mesure que ses manuscrits étaient publiés. J'en ai choisi un exemple qui date probablement de 1690. Il s'agit d'un calcul des ingrédients qui développe ce que nous pouvons voir avec le recul comme une logique ensembliste ou bien comme une logique propositionnelle. Voici le début du manuscrit. Leibniz commence par définir la notion de coïncidence. Il dit: des identiques ou des coïncidents peuvent être substitués l'un à l'autre sans altérer la vérité. Par exemple, triangle et trilatère, avoir trois angles et avoir trois côtés. La coïncidence est notée par notre signe infini. Aussitôt après, les propriétés sont énoncées. La proposition 1 exprime la commutativité, la proposition 3 la transitivité. Vient ensuite une opération qu'il note par un plus entouré. Dans l'interprétation ensembliste, elle correspond à la réunion. Puis de nouvelles propositions sont énoncées et démontrées. Par exemple, la proposition 10. Si A est identique à L et B identique à M, alors A plus B est identique à L plus M. En termes d'ensemble, si A est égal à L et B égal à M, alors A union B est égal à L union M. La proposition 11 que vous voyez en dessous étant la propriété A3, puis un nombre quelconque d'éléments. L'interprétation ensembliste que j'ai utilisée par commodité est réductrice, et Leibniz en est parfaitement conscient. Voici la proposition 15. Si A est dans B et B est dans C, alors A est dans C. Le contenu du contenu est contenu dans le contenant. Ça, c'est le premier des syllogismes, Barbara. Être quadrilatère est dans parallélogramme et être parallélogramme est dans rectangle. On peut les inverser si au lieu de considérer les notions en elles-mêmes, nous considérons les singuliers compris sous la notion, et on pourra avoir A rectangle, B parallélogramme et C quadrilatère. En effet, tous les rectangles sont compris dans le nombre des parallélogrammes et tous les parallélogrammes dans celui des quadrilatères. Donc, tous les rectangles sont contenus dans les quadrilatères. Les deux aspects, ensemblistes et propositionnels, sont donc parfaitement explicités. J'espère que ce tout petit extrait vous aura convaincu que Leibniz écrivait bien de la logique mathématique, celle qui n'apparaîtra officiellement qu'au XIXe siècle. Et ce n'est pas tout. Voici l'illustration qui accompagne un cas particulier de la proposition 10 vue plus haut. Si A et B coïncident, alors A réuni à C coïncide avec B réuni à C. L'exemple qui est mentionné à droite précise A triangle coïncide avec B trilatère, donc triangle équilatéral coïncide avec trilatère équilatéral. La figure de gauche est un diagramme logique. Leibniz en a inventé plusieurs, que l'on retrouve dans d'autres manuscrits. Vous avez ici deux représentations différentes, transcrites d'un même manuscrit, des deux premiers syllogismes de la scolastique, Barbara et Sélarinthe. À droite, les propositions sont représentées par des cercles. Quand Venn a introduit les diagrammes qui portent son nom, il était bien conscient qu'Euler en avait utilisé avant lui. Mais Venn comme Euler
ignorait que Leibniz les manipulait déjà couramment. Et il se trouve que les diagrammes circulaires ne sont pas dénués d'ambiguïté, et Leibniz le savait. C'est pourquoi il a inventé l'autre représentation que vous voyez à base de segments parallèles. Elle sera réinventée, toujours au XIXe siècle, par De Morgan. Écoutez Louis Couturat. C'est lui qui, au tout début du XXe siècle, a fait connaître une partie des manuscrits logiques de Leibniz. Leibniz a eu l'idée, plus ou moins précise, plus ou moins fugitive, de toutes les opérations de la logique. Il a découvert les principales lois du calcul logique, notamment les règles de composition et de décomposition. Enfin, il a très nettement conçu la double interprétation dont ce calcul est susceptible, suivant que les termes représentent des concepts ou des propositions. En un mot, il possédait presque tous les principes de la logique de Boole, et sur certains points, il était plus avancé que Boole lui-même. Étonnant, non? Figurez-vous qu'en plus, comme il cherchait à établir des catalogues de définitions précises pour tous les concepts, il a réussi à définir l'amour. Enfin, depuis le temps qu'on attendait. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'autrui. Cette définition, il l'a formulée ainsi dès 1669. Il l'a reprise tout au long de sa vie, parfois en l'explicitant, par exemple comme dans cette lettre à Bossuet d'octobre 1698. Aimer n'est autre chose que trouver son plaisir, je dis plaisir et non pas utilité ou intérêt, dans le bien, perfection, bonheur d'autrui, et qu'ainsi, quoique l'amour puisse être désintéressé, il ne saurait pourtant être détaché de notre propre bien, le plaisir y entrant essentiellement. Goguenard, comme je vous devine, vous êtes en train de vous demander quelles applications il a données de cette magnifique définition. Vous allez être déçu. C'est Fontenelle dans son éloge qui nous apprend ce qui suit. Monsieur Leibniz ne s'était point marié. Il y avait pensé à l'âge de 50 ans, mais la personne qu'il avait en vue voulut avoir le temps de faire ses réflexions. Cela donna à monsieur Leibniz le temps de faire aussi les siennes, et il ne se maria point. Un génie, je vous dis.